Et bonsoir les Tanuki-rollistes, on se retrouve ce soir pour la suite de mes aventures en solo où j'incarne Shaiton Aro. Précédemment, dans notre dernière séance, Shaiton avait commencé une nouvelle journée, se mettant en tête en fait de commencer un petit trafic de drogue au sein du lycée. Drogue douce, marijuana, herbe, voilà. Commencer petit, et du coup, après une discussion avec sa mère où elle avait évoqué des soucis avec les MacGuffin, Shaiton était allé voir son oncle Dick pour lui demander s'il avait quelques grammes à lui fournir pour qu'il puisse essayer de voir s'il pouvait, on va dire, démarcher de la clientèle au sein du lycée. Son oncle, appréciant l'idée et voyant l'initiative de son neveu dans le monde des affaires du gang, a accepté et lui a donné quelques conseils. Shaiton s'est donc précipité au lycée et a un peu observé les élèves présents pour essayer de trouver des petits groupes de marginaux un peu comme lui, un peu rebelles, pour voir s'il y avait du potentiel niveau clientèle. Il est tombé sur deux skateurs, un garçon et une fille, Sam et Jade, avec qui il a commencé à sympathiser et parlant un petit peu skate, il leur a proposé nonchalamment de sécher les cours ce matin pour aller au skatepark et commencer à faire un peu plus connaissance. Impressionné par l'esprit rebelle du jeune homme, qui a l'air de leur correspondre, Sam et Jade ont décidé de le suivre et du coup ils lui ont montré le skatepark où ils avaient l'habitude de faire quelques figures. Se mettant un peu au défi mutuellement les uns les autres, Shaiton a réussi à impressionner Jade et même Sam qui l'a regardé avec un nouveau regard par rapport à sa prestation de skate. Et petit à petit, Shaiton y a vu le moment propice de leur demander si les jeunes gens faisaient autre chose pour s'amuser et avoir, donc dire, des loisirs récréatifs, leur faisant comprendre qu'il avait de quoi partager un moment avec eux en leur dévoilant discrètement son petit pochon d'herbe et en proposant d'aller se rouler un joint dans un endroit plus calme. Sam et Jade ont accepté et c'est sous un arbre au calme que Shaiton et eux ont partagé quelques lattes sur un joint commun. Et alors qu'ils étaient sous les effets apaisants et somnolents de la drogue, Shaiton a eu une crise de narcolepsie, ouvrant un passage vers la toile, vers la marche des rêves et des cauchemars de manière involontaire. Et étrangement cette fois-ci, alors que Jade et Sam commençaient à somnoler à côté de lui à cause de l'herbe, eh bien leurs esprits se sont emmêlés et ils ont fait un rêve commun qui a perturbé Shaiton, ne se doutant pas qu'il était capable, comme cela, de réunir des esprits différents dans le même rêve. Néanmoins, l'expérience a été de courte durée, car à un moment donné, alors que le rêve allait tourner au cauchemar, une sorte de silhouette a bondi sur eux. Et c'est à ce moment-là que nous allons donc reprendre notre histoire, car le MJ m'avait laissé sur ce petit cliffhanger. Reprenant là où nous en étions, Shaiton se réveille en sursaut alors qu'il se retrouve écrasé sous le poids du mystérieux Husky. L'animal espiègle lui lèche la figure de manière presque comique, recouvrant son visage de salive. Shaiton, encore sous l'effet du choc et de la confusion de ce qui s'est passé dans la marche des rêves, met quelques secondes à comprendre ce qui se passe. Sam et Jade, eux, éclatent de rire, interprétant tout cela comme une hallucination causée par le joint. Jade, hilar, se redresse un peu, essuyant quelques larmes de rire au coin de ses yeux, et dit d'un ton moqueur. « Eh bien, balèze ton herbe, mec, elle nous a bien fait planer !» Elle ne se doute évidemment pas de la vraie nature de ce qu'ils viennent de vivre. Pour elle, tout cela n'est qu'une vision due à la drogue.
Sam, toujours allongé sur l'herbe, se retourne vers Shaiton, un sourire amusé aux lèvres. « Cap, c'est ton chien, ça! Il est vraiment stylé !» Il observe le husky avec curiosité, mais comme Jade, il ne se doute de rien. Le fait que ce chien mystérieux soit là à cet instant précis semble être pour eux une simple coïncidence. Shaiton, encore abasourdi, est pris entre plusieurs émotions. Il ressent le besoin de se ressaisir rapidement, mais le poids du husky sur lui et la langue de l'animal qui lui lèche le visage le retiennent. Le sourire espiègle du chien est là, toujours aussi dérangeant, mais pour l'instant, l'animal se garde bien de parler. Système de jeu. Ascendant relationnel. Suite à cette scène, Shaiton pourrait obtenir un ascendant sur Sam et Jade, qui semble à la fois impressionné par son calme après cette étrange scène et amusé par la situation. Cet ascendant pourrait être utilisé lors de leurs futures interactions pour influencer plus facilement leurs décisions ou obtenir leur soutien. Débarrasser du husky de manière discrète et légère, sans éveiller les soupçons de ses camarades, il pourrait faire un jet avec l'approche roche, en lâchant prise, montrant sa capacité à improviser face à des situations étranges tout en gardant son calme. S'il réussit ce jet, il pourra calmer la situation, sinon il pourrait faire une maladresse qui pourrait éveiller plus de doutes chez Sam et Jade. Veux-tu faire ce jet ou une autre action pour gérer cette situation? Alors, déjà, je vais aller marquer mon ascendant sur ma fiche de personnage. Donc... Du coup, j'ai marqué mon ascendant, donc j'ai marqué ascendant sur Sam et Jade. Ils ont apprécié mon herbe, ce qui pourra peut-être me donner l'avantage lors d'une prochaine interaction sociale de négocier et qu'ils m'achètent quelques grammes. Et du coup, je vais pas faire une approche à lâchant prise pour essayer de résoudre un peu la situation. Je vais plutôt utiliser avec souplesse et charme. Parce que je commence à bien tisser une sympathie avec eux, donc je vais utiliser de ça à mon avantage. En jouant toujours le mec cool pour un peu pas les berner, mais voilà, les mettre dans ma poche. Si c'est 2, ça fait 8, plus 2, ça me fait 10, c'est un succès. Du coup, j'ai fait 10 sur mon jet, j'ai pris une approche de souplesse et charme, toujours jouant sur mon charme naturel et le début sympathique que j'ai tissé avec Sam et Jade. Du coup, c'est qu'il y a un succès. Du coup, en fait, je vois bien la situation suivante. Je vais leur dire qu'en effet, c'est mon chien. Vous me permettez un instant, je pense que c'est peut-être l'heure qu'on retourne en cours, mine de rien. Je vous laisse prendre un peu d'avance, je vais essayer de faire comprendre à mon chien de rentrer à la maison et d'arrêter de se sauver. Hein? Vilain garnement. Et je regarde un peu le ski en mode putain, faut qu'on cause toi et moi. Mais du coup, j'attends que Sam et Jade s'éloignent. Tu réussis à manipuler la situation avec un sourire confiant et un ton léger, faisant croire à Sam et Jade que ce mystérieux husky est bien ton chien. Ils ne se doutent de rien, riant encore de la scène, et Jade te répond avec un sourire complice. « Bien sûr, t'inquiète, prends ton temps. » Sam, de son côté, lance un regard un peu plus prolongé à Shaiton, comme s'il essayait de capter quelque chose, mais finalement il hoche la tête. « Allez, à tout de suite. » « On prend de l'avance, » dit-il, avant de s'éloigner avec Jade. Sam, à mon avis, mon guitare me Une fois dit qu'ils se sont éloignés, le ton de la scène change subtilement. Il est gai. Le sourire de Shaiton disparaît et il se tourne vers le husky, qui le fixe toujours avec ses yeux perçants, un sourire énigmatique aux lèvres. L'animal, bien que silencieux pour ne pas révéler sa nature devant Sam et Jade, dégage une aura presque surnaturelle, comme s'il savait exactement ce qui s'est passé dans la marche des rêves. Le lien entre eux devient plus palpable. Le husky s'assoit calmement et attend, comme s'il attendait que Shaiton prenne la parole. Situation. Tu peux maintenant décider de ce que tu souhaites faire. Si tu veux parler avec le husky ou le questionner, tu es libre de choisir ton approche et ton ton.
sachant qu'il semble bien plus qu'un simple animal. On déconne. Du coup, une fois que Sam et Jade sont assez éloignés pour que je sois tranquille, en tête à tête avec le ski, je me tourne vers lui, je me mets à sa hauteur et je vous regarde en essayant de pas trop parler fort pour toujours de peur qu'on m'entende et de paraître pour un fou à parler à un animal. Putain, mais t'es qui à la fin, toi? On n'arrête pas de se croiser et c'est bizarre. Il y a que quand je rêve que tu parles ou tu peux parler là. T'essayes. Vas-y pour voir. Putain, oh là, je crois que j'ai trop fumé, mais non, mais et en fait, quand je dis ça, en fait, je trouve que la situation est tellement ridicule, alors que le chien me regarde toujours avec son air un peu espiègle, farceur. Du coup, j'attends de voir ce qu'il va me répondre. S'il me répond. Le husky te regarde toujours avec son regard perçant, un sourire malicieux visible dans sa posture. Il semble prendre un malin plaisir à te voir aussi déconcerté par la situation. Après un instant de silence, il se rapproche un peu, sa langue pendant légèrement, comme s'il se moquait gentiment de toi. Puis, dans un murmure que seul toi peux entendre, il parle enfin, avec la même voix espiègle que tu reconnais des rêves. « Oh, je pourrais parler ici aussi, gamin. Mais où serait le plaisir si tout le monde savait ?» Il te fixe un moment, son sourire étrange s'agrandissant un peu, puis il ajoute « T'as encore beaucoup à apprendre, Shaiton Arrow, et crois-moi, on n'a pas fini de se croiser. Je suis là pour te guider ou te perdre, ça dépend de toi. Mais pour l'instant, il te lance un regard amusé avant de continuer. Fais attention à la toile que tu tisses. Certaines araignées n'aiment pas qu'on leur vole la vedette. Puis, aussi vite qu'il est apparu, il te tourne le dos et commence à s'éloigner, trottinant comme un chien normal. Cependant, juste avant de disparaître de ton champ de vision, il te jette un dernier regard. Ses yeux brillent d'une lueur mystérieuse, avant qu'il ne s'évapore littéralement dans un nuage de fumée, laissant derrière lui seulement un léger vent qui fait frissonner l'air autour de toi. La scène te laisse perplexe, et un sentiment d'inquiétude mêlé de curiosité t'envahit. Le message était clair. Le surnaturel fait partie de ta vie et ce husky farceur a un rôle à jouer dans ton avenir. Situation ? Tu peux maintenant rejoindre Sam et Jade ou choisir d'explorer davantage les mystères que le husky vient d'évoquer. Non, je pense que je vais rejoindre Sam et Jade en essayant de les rattraper. Du coup, on retournera ensemble au lycée en espérant ne pas se faire gauler par les surveillants ou le principal, alors qu'on arrive sûrement au milieu des cours, ou alors peut-être qu'on attendra que la sonnerie attende. Mais voilà, en tout cas, on essaie de se faire discret, je pense, pour rentrer dans l'enceinte du lycée. Parfait. Fais-moi un jet d'approche avec intelligence et ruse, pour voir si toi, Sam et Jade parvenez à rentrer dans le lycée sans vous faire repérer par les surveillants ou le principal. Si tu fais un bon score, vous arriverez à passer inaperçu. Okay. En cas de succès partiel ou d'échec, il pourrait y avoir quelques complications intéressantes. Oh, c'est bien, un 10. Tu fais un 10. Eh bien, j'ai fait un 10 sur mon approche d'intelligence et ruse. C'est donc un succès. Excellent. Avec un score de 10, tu réussis à te faufiler dans le lycée sans attirer l'attention des surveillants ni du principal. Toi, Sam et Jade traversez discrètement les couloirs, évitant habilement les adultes et les élèves qui pourraient vous dénoncer. Vous parvenez à regagner vos places en classe juste à temps pour la sonnerie de la prochaine période. Sam te lance un regard complice avec un petit sourire en coin, tandis que Jade te donne une tape sur l'épaule. Elle murmure « Pas mal »,
Coyote. Tu te débrouilles bien. Vous êtes tous les trois de retour, comme si de rien n'était. Maintenant, tu te retrouves à ton bureau, prêt à affronter le reste de la journée. Si tu veux continuer l'aventure, fais-moi savoir quelle est ta prochaine idée ou décision. Je pense que la suite de la journée, de la matinée, va bien se passer tranquillement. Je vais rester en cours sans souci particulier. Je pense que le midi, je vais manger en compagnie de mes nouveaux amis Sam et Jade à la cantine pour bavarder, apprendre un peu plus à mieux se connaître. Puis, tout doucement, l'après-midi glissera vers les activités extracolaires et notamment le cours de mécanique que j'ai sélectionné parmi les clubs du lycée. La matinée se déroule sans encombre, les cours s'enchaînent et tu arrives à la pause déjeuner sans problème. À la cantine, tu t'assois avec Sam et Jade pour continuer à discuter et apprendre à mieux les connaître. La conversation s'anime autour des sujets classiques, les profs, les cours, les projets du week-end. Puis Sam, un peu curieux et peut-être même audacieux, finit par glisser une question inattendue. « Et toi, Shayton, t'as une copine? Ou un copain peut-être ?» demande-t-il avec un sourire, mais tu sens dans son regard un mélange d'amusement et de véritable curiosité. Pris de court par cette question, tu sens un léger malaise t'envahir. Tu n'as jamais vraiment réfléchi à la question de cette manière, d'autant plus que tes pensées ont été embrouillées récemment par ton ex, Marigold, et tes rencontres avec d'autres filles comme Jade. Pour éviter d'entrer dans une conversation trop personnelle ou gênante, tu esquives maladroitement. Bah, ouais, j'ai eu une copine, mais c'est compliqué maintenant, tu vois, c'est pas trop... Enfin bref. Tu bafouilles un peu avant de changer rapidement de sujet. Et toi, Sam, tu t'es inscrit à quel club cette année? La question semble suffire à détourner l'attention. Sam te parle un peu de ses hobbies, en évitant de s'étendre sur sa propre vie amoureuse. Jade, elle, partage un peu plus sur elle-même, t'expliquant qu'elle fait du skate depuis qu'elle a 12 ans et qu'elle aime l'art de rue et la musique punk. Cool ça. Elle te confie aussi qu'elle adore la photographie et qu'elle envisage de s'inscrire au club photo. Après avoir terminé le déjeuner, vous discutez encore un peu avant que la sonnerie vous pousse vers vos activités extrascolaires. Lorsque tu arrives au club de mécanique, tu reconnais quelques élèves qui s'affairent autour des motos et des voitures déjà présentes. Monsieur Thompson, le surveillant en charge du club, est là, donnant des consignes et supervisant les élèves. Mais tu es surpris de voir Savannah McGuffin, la jumelle de Brody, en train de travailler avec une clé anglaise sur un moteur. Elle est concentrée, habillée de manière assez pratique pour l'atelier, avec des gants et un t-shirt qui a visiblement déjà vu quelques réparations. Elle ne semble pas te remarquer immédiatement. Monsieur Thompson t'accueille d'un signe de tête amical. « Salut, Shayton. Content de te voir ici. Tu bosses sur quoi aujourd'hui ?» te demande-t-il. Tu as le choix. 1. Tu pourrais aller travailler sur ta propre motocross en profitant du matériel et des conseils disponibles. 2. Tu pourrais aller discuter avec Savannah, intrigué par sa présence au club, et essayer de comprendre ce qui l'amène ici. 3. Tu pourrais explorer un peu l'atelier, observer les autres et essayer de t'intégrer dans la dynamique du groupe avant de prendre une décision. Que choisis-tu de faire? Déjà, ma motocross, elle est pas là, elle est chez moi, dans mon garage. Non, je pense qu'en fait, le prof, il doit y avoir une voiture ouverte déjà qui sert un peu d'exemple pour tous les autres élèves du club. Du coup, peut-être une sorte de projet en commun pour les élèves fait par M. Thompson, donc de retaper cette bagnole. Une vieille Corvette, peut-être, pourquoi pas. Je te laisse le choix du modèle. Et du coup, je pense que M. Thompson va nous réunir tous autour du moteur qu'il a ouvert. Il a ouvert le capot et tout pour qu'on puisse le voir. Et je vais me retrouver à côté de Savannah McGuffin. Alors, je suis assez curieux de la voir là, en effet. J'avoue, elle est très belle. Elle n'a pas l'air d'avoir la tête à claque à son frère jumeau. Mais vraiment charmante. Une blonde comme son frère, certes, mais
Ouais, je sais pas, et puis de la voir comme ça, elle a l'air. J'aurais pensé en fait qu'elle était tout aussi orgueilleuse que son frère, mais elle a l'air beaucoup plus décomplexée, on dirait. Plus proche du peuple, j'ai envie de dire. C'est vrai que son frère, voilà, il est pédant et tout quand il parle et il se croit pour quelqu'un de supérieur, alors qu'elle, elle a l'air de se mettre un peu comme si elle était à mon niveau, quoi, au niveau de son attitude, ce qui est assez curieux. Je m'attendais pas du tout à ça. Pour le peu que je l'ai vu aller faire du lycée en compagnie de son frère ou de sa famille, elle m'avait l'air du même genre. Mais là, peut-être que dans un cadre complètement différent, en effet, je découvre une nouvelle Savannah. Mais au fond de moi, quand même, je me rappelle la discussion que j'ai eue avec ma mère ce matin sur les McGuffin. Et n'oublions pas que c'est quand même une famille rivale à celle des Harrow, à la mienne. Je reste sur mes gardes, ne sachant pas trop en fait si Savannah joue un jeu pour me charmer, sympathiser avec moi, ou si c'est vraiment sa nature qu'elle me montre. Alors que tu te trouves aux côtés de Savannah McGuffin, le professeur Thompson commence à expliquer le projet commun du club. La restauration d'une vieille Chevrolet Corvette Stingray de 1972, rouillée mais encore pleine de potentiel. Le capot est ouvert, révélant le moteur en piteux état, et l'objectif est de redonner vie à cette voiture emblématique, un projet qui devrait durer toute l'année scolaire. Savannah est concentrée, les yeux fixés sur le moteur, écoutant attentivement les explications de M. Thompson. Son attitude, calme et appliquée, te surprend, surtout comparée à celle de son frère Brody, arrogant et imbu de lui-même. Tu te dis qu'il y a peut-être plus à découvrir derrière son apparence, mais tu restes méfiant, conscient des tensions entre vos familles. Lorsque M. Thompson demande aux élèves de commencer à évaluer les pièces à changer, Savannah t'adresse finalement un regard et te sourit légèrement, une expression simple, dénuée d'artifice. Elle te surprend en te lançant « Tu t'y connais un peu en mécanique ou t'es là pour faire semblant, Arrow ?» Son ton est léger, presque taquin, mais tu sens qu'elle te teste, curieuse de voir si tu es à la hauteur. Ce n'est pas la même arrogance que son frère, c'est plus subtil, plus direct. Tu as plusieurs options. 1. Rester sur tes gardes et répondre prudemment, essayant de ne pas révéler trop de toi. Tu pourrais lui répondre de manière évasive, tout en gardant tes distances pour observer ses intentions. 2. Répondre avec assurance, lui prouvant que tu t'y connais et que tu es tout à fait à ta place ici. Oui. Tu pourrais profiter de cette occasion pour lui montrer tes compétences et l'impressionner. 3. Jouer le jeu de la légèreté, en la taquinant en retour. Aussi, oui. Tout en gardant une certaine distance pour voir jusqu'où elle est prête à aller dans cette dynamique entre vous. Quelle sera ta réponse face à Savannah alors que vous commencez à travailler ensemble sur la Corvette? Je commence un peu à mettre les mains sur le capot pour voir en effet les pièces qu'il faut changer, peut-être les courroies de distribution et autres jouets. Et parce qu'ils se fument pour une fois. Et du coup, je me tourne vers Savannah, avec un pose sa question, et puis ah ouais, bien sûr, c'est un peu comme si j'y étais né, tu sais, avec la casse de mes parents, de vieilles bagnoles, des pièces automobiles, je vois que ça, et puis avec mon oncle Dick, on est en train de retaper une motocross pour que je puisse avoir mon indépendance. En tout cas, je suis étonné, toi, de te voir toi là. Je pensais pas que t'étais du genre à mettre les mains dans l'huile de moteur. Je croyais que t'étais plutôt à être au ranch familial, à ramasser le crottin de cheval ou à te faire des manicures. Ou alors que c'est peut-être plutôt le truc de ton frère, ça, les manicures, non? En fait, tu sais, tu dois de la provoquer un petit peu, tout en me montrant sympathique. Pour moi, en fait, c'est limite par rapport à moi. Et comment elle prend un peu cette gentille provocation sur son frère, étant donné qu'elle l'adore, que c'est son frère jumeau. Savannah te fixe un instant, puis éclate de rire, secouant légèrement la tête face à ta provocation. Elle te regarde avec un mélange d'amusement et de défi. Ramasser le crottin? Tu me prends pour qui, Arrow? Dit-elle en te lançant un regard perçant mais pas méchant. Et pour Brody, je te laisse découvrir par toi-même s'il aime les manucures.
Moi, je préfère de loin la mécanique à la vie de ranch. J'ai besoin de faire mes propres trucs, tu vois. Elle te surprend en te répondant sur un ton détendu, loin d'être vexée par ta pique. Son attitude reflète cette envie de se démarquer de son frère et de l'image qu'on pourrait avoir d'elle. Elle passe la main sur le moteur, ses doigts frôlant quelques pièces avec aisance. « T'as peut-être grandi dans une casse, mais je me débrouille pas mal non plus », ajoute-t-elle avec un sourire espiègle. Mon père m'a appris à réparer les trucs bien avant que je me soucie de la couleur de mon vernis à ongles. Alors, si tu veux tester qui est meilleur sur cette bagnole, je suis prête. Elle te provoque en retour, mais d'une manière qui te donne envie de jouer le jeu. Il y a quelque chose d'amusant dans cette compétition légère qu'elle semble vouloir instaurer entre vous, comme si elle testait non seulement tes compétences, mais aussi ta capacité à te mesurer à elle sur d'autres plans. Tu as plusieurs choix devant toi. 1. Accepter le défi, en jouant la carte de la compétition amicale et en montrant que tu es prêt à rivaliser avec elle sur la mécanique. Cela pourrait instaurer une dynamique intéressante de rivalité légère. 2. Essayer de pousser la conversation vers quelque chose de plus personnel, en cherchant à comprendre pourquoi elle se sent si différente de sa famille, notamment de Brody, et ce qu'elle cherche vraiment en dehors du ranch. 3. Rester dans la provocation légère, en continuant à plaisanter et à tester les limites de cette dynamique, mais en gardant une certaine distance émotionnelle pour observer ses réactions. Quelle direction veux-tu donner à cette conversation avec Savannah? Je la regarde intensément, et c'est vrai que je dois avouer qu'elle fait partie vraiment des plus belles filles du lycée. Cette chevelure blonde, ses courbes svelte et athlétiques. Pour une fille de son âge, elle est très attirante, très attirante, et elle fait bien son effet à Chayton. Il peut pas trop le cacher, mais bon, il se retient quand même de baver devant elle. Et je regarde. J'accepte ton défi. On verra qui sera le premier à faire enronner cette corvette de nouveau. Et du coup, je pense qu'on va un peu continuer à voir qui est le meilleur pour nettoyer les pièces, les décrasser, et proposer au prof comment améliorer la corvette pour la remettre en état. Et on discutera aussi, je pense, je dirais. Et du coup, comme ça, alors, je pensais que tu étais assez porté sur la vie au ranch et tout. C'est pas trop ton truc, visiblement, c'est ça? Savannah te lance un sourire en coin, un éclat de défi dans les yeux. Elle semble apprécier ta réponse et l'idée de ce petit duel amical. Deal. On verra qui gagne, réplique-t-elle en se penchant sous le capot, ses gestes précis et rapides montrant qu'elle n'est pas là juste pour l'image. Alors que vous travaillez côte à côte sur la Corvette, tu engages la conversation, cherchant à en savoir un peu plus sur ce qui l'amène ici, loin de l'image que l'on se fait d'elle et de sa famille. Alors, Savannah, qu'est-ce que tu cherches vraiment en dehors du ranch et de ta famille? T'es ici pour fuir tout ça ou pour prouver quelque chose? Elle s'arrête un instant, comme si tes mots l'avaient touchée d'une manière inattendue. Elle prend une clé anglaise, resserre une pièce sur le moteur, puis se redresse lentement. C'est compliqué, commence-t-elle, la voix plus douce, presque hésitante. J'adore ma famille, hein? Mais tu sais, quand t'es une MacGuffin, les gens ont des attentes. Surtout mon père. Son regard devient plus sérieux, fixant le moteur comme si elle voyait quelque chose de bien plus complexe que les rouages de la voiture. Tout le monde pense que Brody est l'héritier idéal pour le ranch, mais mon père sait que je pourrais gérer les affaires aussi bien que lui. Mais je veux plus que ça. Je veux pas être juste la fille MacGuffin. J'ai envie de trouver quelque chose qui soit à moi, quelque chose que je construis de mes propres mains. Elle te regarde, et tu sens qu'elle ne dit pas ça à n'importe qui. La mécanique, c'est un peu ça, tu vois. J'ai besoin de quelque chose qui soit vrai, et pas juste suivre le chemin que tout le monde a tracé pour moi. Tu as plusieurs options maintenant.
creuser davantage en la questionnant sur son frère Brody et les attentes que son père place sur eux deux, cherchant à comprendre les relations familiales derrière la façade des MacGuffin. 2. Montrer de l'empathie en partageant un peu de ton propre vécu et de tes propres tensions familiales avec les arrows et les attentes qui pèsent sur toi. 3. Changer de sujet légèrement pour ramener la conversation à quelque chose de plus léger. Peut-être en plaisantant sur la compétition en cours ou sur un sujet plus banal pour alléger l'atmosphère. Quelle direction veux-tu donner à cette conversation? Alors que je suis en train de bosser un peu sur le moteur, je comprends, tout en écoutant Savannah, je comprends un peu ce qu'elle dit. Et même si j'arrive pas à savoir si elle joue un jeu ou pas avec moi pour essayer de me manipuler toujours vis-à-vis des frictions qu'il y a entre nos deux familles, je sais pas, au fond de moi, peut-être que le fait qu'elle soit une très jolie fille m'influence, mais j'ai envie de montrer de l'empathie avec elle, en creusant davantage en fait. Et je la regarde alors qu'on est en train de nettoyer des pièces recouvertes d'huile au niveau du lavabo. Tu sais, c'est un peu pareil moi. Bon, je te fais pas un dessin, mais bon, là, vu le passif de ma famille, et puis bon, mon père qui est en prison, tout le monde est au courant, je le sais bien. C'est pas facile à porter comme héritage, tu sais, donc je comprends ce que tu veux dire. Mais je pensais que avec Brody, vu que vous êtes jumeaux, vous étiez inséparables et que vous vouliez tous les deux être un peu les exemples parfaits de la progéniture McGuffin. Excuse-moi, je vais pas utiliser ce terme, mais bon, voilà, je suis étonné, c'est tout, de découvrir cette facette-là de toi, qui reste assez agréable aussi à connaître. Et en disant ça, oui, j'avoue que je fais un peu de charme, mais je ne sais pas si elle sera réceptive à cela. Savannah t'écoute avec attention, ses gestes ralentissant légèrement tandis que tu partages ton histoire. Elle ne semble pas du tout jouer un rôle à cet instant, plutôt touchée par ce que tu viens de dire. En finissant de nettoyer une pièce recouverte d'huile, elle te lance un regard, un mélange de compréhension et peut-être de surprise, comme si elle ne s'attendait pas à ce que quelqu'un comme toi, avec le poids de ta propre famille, puisse la comprendre. « Ouais, je savais pour ton père », dit-elle d'un ton plus bas, respectueux. « Je suis désolé pour toi, vraiment. C'est pas facile quand les gens te voient juste comme le fils d'eux ou la fille d'eux et qu'ils te collent des étiquettes sans chercher à savoir qui tu es vraiment. » Elle te sourit faiblement, presque mélancolique, ses doigts jouant distraitement avec un chiffon couvert d'huile. « Pour Brody. » Elle s'arrête un moment, comme si les mots étaient difficiles à trouver. On est jumeaux, c'est vrai, mais on est tellement différents. Lui, il veut le ranch, le pouvoir, tout ça. Moi, j'ai juste d'autres envies. Elle te jette un regard en coin, un peu plus malicieux cette fois. Et pour être honnête, je suis bien contente qu'il soit pas là maintenant. Brody a un don pour foutre le bordel. Elle esquisse un petit sourire, et tu sens que ton charme a peut-être un peu fait son effet, mais elle garde une certaine distance, comme si elle appréciait la complicité, sans trop se laisser emporter par la situation. « Merci pour ce que t'as dit », ajoute-t-elle finalement. « Ça fait du bien de parler à quelqu'un qui capte vraiment. » Alors que vous reprenez le travail sur la corvette, la conversation se calme un peu. Cependant, il est clair qu'un lien commence à se tisser entre vous deux. Savannah semble apprécier ta compagnie, mais tu sens aussi qu'il y a encore beaucoup à découvrir chez elle, et que ses motivations restent encore en partie mystérieuses. Maintenant, tu as quelques options. 1. Pousser plus loin sur Brody en lui demandant si elle se sent en rivalité avec lui ou s'il y a des tensions au sein de leur famille à cause de leurs différences. 2. Proposer de l'aider à retaper la corvette en dehors des cours, peut-être pour essayer de renforcer ce lien naissant, voire de tester s'il y a une possible ouverture pour quelque chose de plus que de la simple camaraderie. 3.
changer complètement de sujet, hein, pour revenir à des sujets plus légers ou techniques sur la mécanique, tout en essayant de creuser doucement vos personnalités. Que souhaites-tu faire? Ah, clairement, Cheston aimerait bien voir s'il y aurait une ouverture avec Savannah. Mais bon, il est quand même encore tout sur ses gardes et bon, ça reste quand même la fille MacGuffin. Donc, voilà, les inimitiés inhérentes à nos deux familles font que on va pas se faire un vilain Roméo et Juliette entre nos deux familles. Donc, j'ai plutôt laissé filer le cours. Et en fait, je pense qu'à un moment donné, j'irai voir le prof, Monsieur Thompson, ou le surveillant, Monsieur Thompson, pour lui proposer que vu qu'on a besoin de nouvelles pièces pour la corvette, je pourrais peut-être aller voir à la casse familiale de mes parents, voir s'il y en aurait peut-être des pièces, histoire que ça coûte moins cher au club, au niveau mécanique, si on pouvait réutiliser des vieilles pièces de véhicules qu'on a à la casse, plutôt que d'en acheter des nouveaux pour le club. Monsieur Thompson te regarde avec un air pensif, visiblement intéressé par ta proposition. Il prend un moment pour réfléchir avant de répondre. C'est pas une mauvaise idée, Shayton. Si tu peux trouver une pièce compatible à la case de ta famille, ça nous ferait économiser pas mal de fric. On est en train de retaper cette vieille corvette avec un budget serré. Ça montre aussi que tu as l'esprit d'initiative. J'aime bien ça. Je te tape gentiment sur l'épaule. Signe qu'il approuve ta démarche. Si tu peux ramener la pièce pour notre prochain rendez-vous, je serais curieux de voir ce que tu nous dénicheras. Juste assure-toi qu'elle soit en bon état, hein? Pas de rouille ou de saleté qui pourrait tout gâcher. Savannah, qui a écouté la conversation d'une oreille distraite, te jette un coup d'œil en souriant. Pas mal, Arrow. Si tu trouves cette pièce, je t'accorderai peut-être une petite avance sur notre défi pour retaper la voiture. Ah merde, j'ai cru qu'elle m'accordait un rencard. Tu sens l'atmosphère se détendre légèrement, même si l'enjeu entre vos deux familles flotte toujours en arrière-plan. Le reste du cours se passe tranquillement et tu finis par quitter l'atelier avec une nouvelle tâche à accomplir. Aller à la casse familiale et trouver cette pièce qui pourrait faire avancer le projet. À ce stade, tu as plusieurs options. 1. Aller directement à la casse familiale après les cours pour chercher la pièce. 2. Prendre un moment pour réfléchir et planifier ton approche avec tes contacts au sein des Spirit Coyotes, peut-être en demandant des conseils à ton oncle Dick. 3. Inviter Savannah à t'accompagner pour rendre cette sortie plus intéressante et peut-être en apprendre plus sur elle en dehors du cadre scolaire. Que souhaites-tu faire? Alors, inviter Savannah à m'accompagner, non, parce que du coup, ramener une MacGuffin à la case des Harrow, c'est déclarer la guerre à ma propre famille. Donc, je t'ai dit, on va pas partir d'un truc Roméo et Juliette avec la fille MacGuffin. Je tiens à la vie. Non, je vais y aller seul après les cours. Je me rappelle que je dois aussi aller voir mon grand-père, Bigby, pour lui demander un peu plus de conseils sur mon autre côté de ma vie, celui-là que j'ai encore du mal à appréhender, le côté Dreamcatcher de mon héritage amérindien. Je me dis que je risque de pas pouvoir faire tout dans la soirée. Du coup, en fait, je me dis que je vais d'abord aller à la casse, et vu qu'il va y avoir ma mère, vu qu'elle gère la casse à l'absence de mon père, je lui proposerai en fait de téléphoner à grand-père pour qu'elle puisse l'inviter pour manger ce soir avec nous. Je pense d'ailleurs ça lui fera du bien à mon grand-père de sortir de sa caravane. Donc ouais, je vais aller à la casse avec cette idée en tête. Et du coup, est-ce que tu peux me décrire un peu la casse automobile des Harrow, qui sert aussi un peu de QG pour le club, ce surnom que l'on donne au gang des Spirit Coyotes, qui est un peu aussi un club de motards un peu à la Son of Anarchy. C'est comme ça un peu que je les imagine bien.
Voici la représentation de la casse automobile des Arrow, qui sert également de QG pour les Spirit Coyotes. L'ambiance correspond bien à l'idée d'un lieu aussi utilitaire qu'intrigant, à la fois entreprise familiale et cachette pour le gang. C'est un cadre parfait pour tes prochaines scènes, avec une vraie ambiance Sons of Anarchy, comme tu l'imaginais. Maintenant que tu as une vision claire de ce lieu, je te propose de continuer en développant la suite de l'intrigue à la casse. Qu'en penses-tu? Écoute, ouais, j'aime bien. Alors, c'est pas trop effet comics books réaliste, comme je t'avais demandé. Ça fait plus réaliste qu'autre chose. Mais j'aime bien, ouais, ça me donne un peu une idée de quoi ressemble la casse des parents, l'ambiance et tout. J'aime bien. En plus, t'as mis Arrow dessus sur les trucs, donc c'est pas mal. Du coup, ouais, tu peux continuer. Peux-tu m'en faire plus une description physique de la casse, l'ambiance qui règne et tout, alors que je m'approche sûrement du bâtiment principal où il y a ma mère qui est en train de discuter peut-être avec mon oncle et d'autres membres des Spirit Coyotes portant tous leurs blousons en cuir. La case des Arrow est un vaste terrain jonché de carcasses de voitures et de motos, alignées dans un désordre organisé comme un labyrinthe métallique. Certaines épaves sont empilées, formant des monticules rouillés, tandis que d'autres, plus récentes, sont encore intactes, prêtes à être démontées pour leurs pièces. Un hangar principal trône au milieu du terrain, où l'on peut entendre le bruit constant des outils de mécanique, des marteaux frappant contre le métal, des moteurs en cours de réparation. L'entrée du hangar est marquée par une grande enseigne vieillie où le nom Arrow Scrapyard est peint à la main, avec quelques graffitis et le symbole des Spirit Coyotes, un coyote stylisé entouré de flammes. La cour de la casse est poussiéreuse et l'odeur d'huile, de carburant et de métal chaud y règne en maître. Des pneus empilés servent de siège improvisé pour quelques membres des Coyotes, dont ton oncle Dick qui est assis, une cigarette à la main, discutant avec deux autres motards. Tous portent leur blouson noir, le symbole des Spirit Coyotes fièrement arboré dans leur dos. Ta mère, Enola, est debout près d'eux, vêtue de son blouson de cuir, les bras croisés. Elle semble en pleine discussion sérieuse avec Dick, et leur ton bas indique que c'est probablement lié aux affaires du gang. En approchant, tu sens que tu es sur ton propre territoire, mais aussi au cœur des activités des Coyotes. Un mélange de respect et de mystère flottant autour de cet endroit. Les regards des autres membres se tournent brièvement vers toi, te reconnaissant, mais chacun retourne à ses occupations rapidement. Enola te remarque et te fait signe de t'approcher, le regard à la fois protecteur et préoccupé, comme si elle savait que tu avais un sujet important à aborder. Comment souhaites-tu t'adresser à ta mère et ton oncle dans cette ambiance chargée? Alors, est-ce qu'avant ça, tu pourrais juste me décrire et m'imaginer quelques autres membres du gang? Alors, je pense qu'on est tous dans le gang d'origine amérindienne. Il y a peut-être un ou deux blancs, mais ouais, plutôt majorité amérindienne, ce qui réunit un peu le gang. Du coup, voilà, propose-moi quelques personnages pour illustrer un peu plus le gang. Voici une petite galerie des membres des Spirit Coyotes, en majorité d'origine amérindienne comme tu l'as souhaité, mais avec quelques nuances pour rendre l'ambiance du gang plus vivante. Ils forment une fratrie soudée et respectée dans leur milieu, chacun avec ses propres traits et talents. Red Wolf, un homme d'une trentaine d'années, grand et musclé, au regard perçant. Il a des tatouages tribaux qui couvrent ses bras et une cicatrice sur la joue, souvenir d'une bagarre violente avec un gang rival. Red Wolf est un ancien boxeur, très respecté dans le gang pour sa force et son courage. Il est souvent celui qui règle les comptes physiques pour les Coyotes. C'est un homme de peu de mots, mais son aura impose le respect. Vêtu d'un blouson noir, avec des patchs personnalisés, représentant un loup rouge. Il est toujours armé d'un couteau de chasse. Orchid.
Lila est une jeune femme d'une vingtaine d'années, d'origine amérindienne, avec des cheveux longs et noirs, souvent tressés en une seule natte. Elle est petite mais agile, avec des yeux d'une rare intensité. Ancienne tireuse d'élite dans l'armée, elle est la meilleure avec les armes à feu et la logistique. Elle gère discrètement le trafic d'armes au sein du gang et fait partie des stratèges des Coyotes. Toujours habillée en noir, elle porte des lunettes de soleil teintées et un blouson plus fin que celui des autres, adapté à ses missions d'infiltration. 3. Ghost, un jeune homme d'une quarantaine d'années, plus discret que les autres membres. Ghost est un expert en évasion, furtivité et hacking. Il est souvent celui qui s'occupe de brouiller les pistes et des tâches numériques des Coyotes. Malgré son apparence frêle, il est très respecté pour sa capacité à disparaître sans laisser de traces. Il est souvent le premier à être appelé pour effacer les preuves après les opérations du gang. Ghost a un style vestimentaire plus sobre, mais il porte le blouson des Coyotes avec fierté, même si ce n'est pas dans son habitude d'exhiber des symboles trop voyants. 4. Bear. Thomas est un colosse, d'origine mi-amérindienne, mi-caucasienne, connu pour son tempérament aussi calme que dangereux. Il s'occupe de la mécanique lourde et de la sécurité. S'il parle peu, son sens de l'humour noir et ses rires résonnent parfois lorsqu'il est en confiance. Il est le bras droit de Dick et un des plus anciens membres des Coyotes. Il porte un vieux blouson de cuir usé et des gants de mécanicien. Ses tatouages sont dissimulés sous ses manches longues, mais on dit qu'il en a un immense sur le dos représentant un ours noir. Classe. 5. Sasha Viper Greywater. Une femme d'une trentaine d'années, avec des cheveux rasés d'un côté et longs de l'autre, toujours maquillée de manière extravagante. Elle est la spécialiste des négociations et du deal. Elle a grandi avec Shayton et connaît tous les recoins de Blackwater. Très intelligente, elle sait comment manipuler les gens avec des paroles douces ou dures, selon la situation. Elle porte souvent des accessoires en cuir et un blouson décoré de pens et de broderies représentant des serpents, d'où son surnom de Viper. Seed. Kyle Reed Tolman. Reed est un des rares blancs du gang, mais il est aussi l'un des plus fidèles. Il a été adopté par une famille amérindienne dans sa jeunesse et a grandi avec les valeurs des Coyotes. Il s'occupe principalement du transport de marchandises et de la gestion des deals à l'extérieur de la ville. Il est un homme charismatique, mais avec un côté sarcastique qui peut parfois agacer. Vêtu d'un jean usé et de bottes de cow-boy, il a un look plus décontracté, mais son blouson des Coyotes est toujours impeccable. Ces personnages pourraient accompagner ou interagir avec Shayton, qu'il s'agisse d'alliances, de rivalités internes ou simplement de discussions quotidiennes au sein du gang. Ils montrent la diversité de compétences et de personnalités qui composent les Spirit Coyotes, tout en restant fidèles à l'esprit de famille qui règne entre eux. Je m'approche de ma mère, je salue mon oncle et les autres membres du gang réunis ici. Bon, je pense qu'avec mon oncle, on a un petit regard qui veut tout dire entre nous, comme quoi il vaut mieux qu'on évite d'ébruiter devant ma mère notre petit arrangement de ce matin. Du coup, je me tourne vers ma mère. Salut maman, je viens de finir les cours. Du coup, je me dis que j'allais passer un peu vous voir. Parce qu'en plus, là, je sors du club de mécanique auquel je me suis inscrit. Et on est en train de retaper une superbe Corvette. Et justement, il y a quelques pièces dont on aurait besoin. Et j'ai vu avec le prof pour voir s'il n'y en a pas à la casse, histoire de réduire, on va dire, les frais pour le club, si ça vous dérange pas. Mère Enola te regarde avec un sourire amusé, essuyant ses mains pleines de graisse avec un chiffon. Son blouson des Spirit Coyotes ouvert, laissant apparaître son t-shirt usé, montre bien qu'elle ne fait pas que gérer la casse. Elle est aussi au cœur des affaires du gang. Une Corvette. Belle bête. Je crois bien qu'on a des pièces qui pourraient correspondre. T'es toujours le bienvenu pour fouiller dans la casse, tu le sais. Si c'est pour une bonne cause comme ça,
pas de problème. Ton oncle Dick, adossé contre une carcasse de voiture, acquiesce d'un mouvement de tête tout en sifflotant. Son regard reste détaché, mais complice. Il capte ton attention un bref instant, ses yeux rieurs laissant sous-entendre « On se reparle plus tard ». Ta mère continue, visiblement ravie que tu te sois engagé dans quelque chose de constructif. Fais attention quand même, ne ramène pas un professeur ici. Bon. On préfère rester en dehors de l'école, tu comprends. Non, je ramène une McGuffin. Mais si c'est juste toi et tes camarades, ça me va. Allez, va chercher ce qu'il faut. Les autres membres du gang sont en pleine discussion à voix basse, mais t'adressent un salut, bref. L'un d'eux, Cal Crow, un ancien militaire et mécanicien de génie, t'interpelle. Oh. Si tu as besoin de coups de main pour identifier des pièces, n'hésite pas, gamin. Il y a du stock dans cette case qui remonte à bien avant ta naissance. Tu sens que l'ambiance est conviviale, mais teintée d'une certaine gravité, comme si les affaires du gang prenaient toujours une part importante dans la vie ici. Tu peux maintenant décider d'explorer la casse pour trouver les pièces nécessaires pour la corvette, d'essayer de te renseigner sur ce qui se trame réellement entre ta mère et les MacGuffin. Ou bien tu peux proposer à ta mère d'inviter ton grand-père Bigby pour dîner ce soir et lui parler de ton expérience avec la marche des rêves et des cauchemars. Mais je laisse ma mère et les autres finir de discuter alors que je m'aventure au milieu des carcasses de voitures de la casse. Je m'y sens bien dans ce lieu, ça m'est tellement familier, il faut dire que j'y ai passé toute mon enfance. Bien souvent, je traînais plus là qu'à la maison, suivant mon père et ma mère dès que je le pouvais. Du coup, pour moi, ça ressemble pas du tout à un labyrinthe de carcasses de voitures et tout. Au contraire, c'est familier. C'est comme si je savais maintenant tellement que j'ai l'habitude de les voir où se trouvait telle carcasse de voiture et tout. J'ai mes repères dans ce dédale. Et du coup, j'essaie de trouver par moi-même des pièces pour la corvette. En essayant de repenser un peu à tout ça, en rigolant un petit peu quand ma mère me parlait de ne me ramène pas un prof ici, j'allais plutôt me dire non, j'ai failli ramener une MacGuffin, mais je vais éviter ce genre d'humour en face de ma mère et des autres membres du gang. Et je pense qu'à un moment donné, alors que je suis en train de fouiller l'épave d'une corvette, justement, j'ai réussi à en trouver une. Je sursaute en voyant mon oncle s'approcher et profiter que l'on soit ici pour, je pense, peut-être discuter de notre petit arrangement du matin. Tu te faufiles entre les carcasses de voitures comme si tu arpentais un terrain que tu connais par cœur. L'odeur d'huile de moteur, de métal rouillé et de poussière t'enveloppe, mais pour toi, c'est presque réconfortant. En fouillant sous le capot d'une vieille corvette, abandonnée depuis longtemps, tu trouves quelques pièces en bon état. Elles pourraient bien faire l'affaire pour le projet du club. Alors que tu es concentré sur tes recherches, tu entends des pas approcher doucement. Sans même te retourner, tu devines que c'est ton oncle Dick qui vient probablement vérifier si tout se passe bien. Il s'accroupit à côté de toi, sort une cigarette de sa poche et l'allume tranquillement. « Alors, gamin, t'as trouvé ce que tu cherchais ?» dit-il en soufflant un nuage de fumée. Il te lance un regard complice, son expression décontractée mais attentive. Vous êtes maintenant à l'abri des oreilles indiscrètes, au milieu des épaves. Il sait que c'est le moment idéal pour discuter sans que ta mère ou les autres membres des Spirit Coyotes ne se doutent de quelque chose. Bon, parlons business maintenant. Tu veux vraiment entrer dans le jeu, hein? Le lycée, c'est un bon marché, mais faut que tu sois malin. Il y a toujours des regards qui traînent, surtout chez les jeunes. Faut que tu trouves les bons clients, discrets et fiables. T'as réfléchi à comment t'allais distribuer. Dick te fixe avec sérieux, un peu comme s'il te testait, mais sans jugement. Il veut savoir si tu as vraiment ce qu'il faut pour entrer dans le trafic et faire en sorte que ça tourne sans attirer l'attention. Tu peux choisir de discuter avec lui de ton plan pour vendre discrètement et commencer à t'établir comme fournisseur au lycée. De lui demander plus de conseils sur comment gérer tout ça, surtout avec le risque que les MacGuffin s'en mêlent.
ou bien d'essayer de changer de sujet et lui parler plutôt du club de mécanique, tout en réfléchissant à comment gérer la situation toi-même. Ben, tu sais, tonton, j'ai un peu commencé ce matin à prospecter et là je viens de trouver et de sympathiser avec deux jeunes, des skateurs. Ça m'a l'air super sympa, franchement. Ben, je leur ai fait tester un petit peu ma marchandise, comme on dit, et ils ont bien aimé et tout. Et bon, certes, tu me diras, c'est que deux gosses, mais ils ont pas mal de potes au terrain de au skateboard. Donc je me dis que il y a peut-être potentiel qu'ils puissent m'ouvrir ce marché-là, comme me dirait-on. Puis j'ai vu aussi, il y a quelques gothiques et tout qui traînent. Bon, il y a les geeks, mais je suis pas trop sûr. Ils sont portés sur le jeu vidéo. Ah, et à la limite, ça serait des rôlistes. Peut-être qu'ils pourraient se taper quelques trips avec Donjons et Dragons en faisant tourner quelques jeux, mais je sais pas. Faut que je voie aussi. Mais bon, en tout cas, t'inquiète pas. Je pense je peux avoir trouvé mon petit business. Du coup, je pense que voyant que j'ai son approbation par rapport à ce que j'ai déjà un peu accompli ce matin, je vais essayer d'en profiter un petit peu plus pour essayer de voir ce qu'il en sait concernant ce que ma mère me cache. De toute façon, tu sais, tonton, il n'y a pas de risque que je fasse trop de vagues. De toute façon, c'est pas comme si j'allais me frotter directement au McGuffin, hein, parce que bon, visiblement, je sais pas, mais ça a l'air de chauffer entre nos deux familles de nouveau. Je sais pas, maman avait l'air d'être préoccupé par eux à ce moment. Faut que je me méfie moi aussi ou pas. Ils préparent quoi les gros MacGuff? Ton oncle Dick te regarde attentivement, l'air amusé par ton enthousiasme, mais toujours avec cette lueur de prudence dans ses yeux. Il tire une longue bouffée sur sa cigarette et l'expire lentement en hochant la tête. T'as bien démarré, c'est sûr. T'as compris qu'il faut commencer petit et se faire des alliés. C'est important. Les skateurs, les gothiques, ouais, ça peut être une bonne base. Pour les geeks, laisse-les. Ils sont trop accrochés à leur console, c'est pas là que tu feras du chiffre. C'est le Il te tape préjugé. doucement l'épaule en signe d'approbation avant de changer de ton, plus grave. Mais écoute bien, gamin. Ce que ta mère t'a dit, elle le pense vraiment. Les MacGuffin, c'est pas juste des rumeurs. Ça chauffe vraiment avec eux. Je sais pas tous les détails, mais je peux te dire que Brody et sa bande, ils veulent pas juste régner sur le lycée. Leur père, il essaie d'étendre son influence dans toute la ville, y compris sur notre territoire. Il y a des deals en jeu, des terrains, et c'est pas que des mots, ça peut devenir sanglant si on n'y fait pas gaffe. Alors ouais, fais attention. Oula. Dick jette un coup d'œil autour de lui, vérifiant que personne ne les observe de trop près avant de te glisser une autre information. J'ai entendu dire qu'ils cherchent à négocier avec des gars de Blackwater Heights. Si c'est vrai, ils essaient de gratter du terrain. C'est pas bon pour nous. Faut qu'on reste sur nos gardes, et toi aussi. Si t'as besoin d'aide, viens me voir avant de te jeter dans la gueule du loup. Il t'adresse un regard appuyé, puis son ton redevient plus léger, comme pour relâcher la tension. Mais continue à bien jouer tes cartes avec tes nouveaux potes, d'accord? Gère ça proprement, et surtout, reste discret. Tu peux maintenant choisir de demander à ton oncle s'il peut t'en dire plus sur ces gars de Blackwater Heights. D'accepter ses conseils sans poser plus de questions, mais réfléchir à une stratégie pour surveiller les MacGuffin au lycée. De discuter des autres affaires liées au gang et aux Spirit Coyotes, tout en continuant à chercher des pièces pour la Corvette. Je vais demander à mon oncle s'il peut m'en dire plus sur ces gars de Blackwater Heights. Je connais pas du tout ces personnes, donc je suis curieux quand il m'en parle. Dick t'observe un moment, puis jette un coup d'œil autour de lui, comme pour s'assurer qu'il n'y a pas d'oreilles indiscrètes, avant de t'adresser un signe de tête. Les gars de Blackwater Heights, c'est pas des gamins du coin. C'est un autre monde là-bas, un quartier riche,
avec des grosses baraques et des affaires qui brassent gros. Mais faut pas croire que c'est que des businessmen clean. T'as des familles là-bas qui sont dans des trucs louches, mais à plus grande échelle que nous. Des magouilles, du trafic de gros, des financements sous la table, et certains d'entre eux, ils jouent sur plusieurs tableaux. Il s'arrête un instant, réfléchissant à ce qu'il va te dire ensuite. Il paraît que les MacGuffin essaient de conclure des deals avec un certain Tommy Garrison. Ce type-là, il a de l'influence sur tout ce qui touche aux entreprises de Blackwater Heights. On parle de gros contrats, de terrains et même de deals avec des groupes hors de l'État. Si Brody et sa famille réussissent à s'associer avec ce gars-là, ça pourrait leur donner un sacré coup de boost. Mais ça, c'est que des rumeurs pour l'instant. Rien de concret, sauf que ta mère et les autres, ils s'en méfient. Dick tire encore une longue bouffée de sa cigarette. C'est pas une affaire où tu dois plonger la tête la première. C'est trop gros pour nous, mais si tu veux rester informé, garde un œil sur Brody et les fréquentations qu'il pourrait avoir au lycée. Si tu vois quelqu'un qui te paraît pas venir du coin, t'hésites pas à me le dire. Ton oncle se penche légèrement vers toi, ses yeux plissés de sérieux. Et surtout, gamin, fais attention. Ces gars-là jouent avec des sommes que tu peux même pas imaginer, et ils sont pas du genre à rigoler avec les emmerdeurs. On est sur leur radar, alors reste discret et fais bien tes affaires à ton niveau. C'est comme ça que tu te feras une place. Tu peux maintenant décider d'observer de plus près Brody et ses fréquentations au lycée pour voir s'il a des liens avec Blackwater Heights. Proposer à ton oncle de t'impliquer davantage dans la surveillance des MacGuffin en dehors du lycée pour aider le gang. Te concentrer sur tes affaires personnelles pour l'instant et voir comment la situation évolue. En fait, ce que me dit mon oncle rentre un peu en écho avec ce que j'ai pu apprendre la veille par rapport à ce mystérieux sponsor que pourrait recevoir l'équipe de football du lycée. J'avais pensé tout d'abord que c'était peut-être le père de Brody, donc Rick MacGuffin, le père de famille du clan MacGuffin, mais peut-être qu'en fait ça pourrait être ce Tommy Garrison avec qui justement les MacGuffin essayent de conclure des deals. Donc j'en parle pas à mon oncle pour l'instant, je garde ça pour moi, mais je me dis que je vais peut-être essayer dans les prochains jours d'en apprendre un peu plus au sein du lycée. Je vais peut-être essayer en fait de choper Tyler Lee, le gamin qui bosse au journal du lycée. Il avait l'air d'en savoir un peu sur le sujet, ou du moins vouloir se renseigner, donc je pourrais peut-être essayer de voir avec lui s'il y a moyen d'obtenir de nouvelles infos qui me permettraient d'en savoir plus sur ce que préparent les MacGuffin. Mais sinon, après, je pense qu'avec mon oncle, on finira de parler alors que j'aurai trouvé la pièce qu'il me faut pour la corvette du cours de mécanique. Et du coup, je retournerai vers le garage principal de la casse pour aller voir ma mère. Et lui disant que bon, je trouvais ce qu'il me fallait et tout, que tout était nickel. Et du coup, je lui propose sur cet entrefait si on peut inviter mon grand-père Bigby pour venir manger avec nous à la maison. Alors je sais que ma mère apprécie quand même mon grand-père parce que c'est du coup Bigby et mon grand-père paternel. Mais du coup, elle a toujours apprécié son beau-père, même si on le voit un peu comme le gentil fou ermite qui vit dans sa caravane. Mais du coup, elle est pas contre, je pense, d'inviter grand-père Bigby manger avec nous, puis ça fera peut-être plaisir aussi à Mika, ma petite sœur. Tu trouves finalement la pièce nécessaire pour la corvette et la places soigneusement dans ton sac avant de te diriger vers le garage principal. Ta mère est toujours en pleine discussion avec quelques membres du gang, mais elle tourne la tête lorsque tu t'approches. Tu remarques une légère inquiétude dans ses yeux, mais elle t'adresse tout de même un sourire. « T'as trouvé ce qu'il te fallait, fiston ?» demande-t-elle. Tu hoches la tête et lui montres la pièce. « Ouais, c'est bon, ça va être parfait pour le club. Merci, maman. » Elle t'observe un instant,
puis tu décides de lancer ta proposition. Au fait, maman, je me disais, et si on invitait grand-père Bigby pour le dîner ce soir? Ça lui ferait sûrement plaisir de sortir un peu de sa caravane et de venir passer du temps avec nous. Mika serait contente aussi, non? Ta mère plisse les yeux, un peu pensive. Elle a toujours eu une relation ambiguë avec Bigby. Elle l'apprécie pour ce qu'il est, un homme sage et parfois un peu farfelu, mais elle se méfie aussi de ses histoires et de son obsession pour les traditions chamaniques. Après quelques secondes de réflexion, elle finit par hocher la tête. D'accord, pourquoi pas? Mais ça veut dire que tu iras le chercher, hein? Et essaye de le convaincre de pas trop parler de ses histoires d'esprit et tout ça à ta sœur. Elle commence à poser des questions. Elle te lance un regard entendu. Tu sais bien que ta mère préfère que Mika reste éloignée de tout ce qui est lié au surnaturel. Maintenant, tu peux te diriger directement vers la caravane de ton grand-père Bigby pour l'inviter personnellement à dîner. Rester un peu plus longtemps à la casse pour discuter avec les membres du gang et voir s'il y a d'autres informations intéressantes à glaner, à te rendre au club de mécanique pour apporter la pièce et continuer ton projet. Mais du coup, je comprends ce que ma mère veut insinuer par rapport à ce que papy évite de trop parler de ses histoires à Mika. En effet, je partage un peu le même avis. Déjà que moi, je dois me prendre de plein fouet là depuis quelques jours tout cet aspect surnaturel et ces traditions, cet héritage familial. Du coup, je comprends très bien ce que veut dire ma mère. Et je vais du coup partir en route pour la caravane de mon grand-père. Et je pense que quand j'arriverai à la caravane de papy, je le trouverai dans une situation assez particulière. Je l'imagine qu'il va lui arriver quelque chose. Il est agité. Ouais, je vois bien en fait papy agité avec un balai. Ouais, je le vois bien avec un balai dans les mains, en train visiblement, je sais pas, d'essayer de chasser, de taper quelque chose qui se trouve logé sur sa caravane. Et du coup, sur cette petite note de mystère que je me mets à moi-même, bien, je vous dis, les Tanuki Rollistes, à une prochaine fois pour la suite de nos aventures. Merci à toi et un grand salut à tous les Tanuki Rollistes qui nous écoutent ce soir. On termine sur cette note intrigante alors que Shaiton se dirige vers la caravane de son grand-père Bigby, seulement pour le trouver en plein combat, contre une force invisible ou un mystère qui échappe encore à notre héros. Qu'est-ce que Bigby essaie de chasser exactement? Quelles vérités surnaturelles attendent Shaiton au détour de cette rencontre? Rendez-vous la prochaine fois pour continuer l'exploration des mystères de Blackwater et de l'héritage des Dreamcatchers. À jeudi prochain pour la suite des aventures de Shaiton. Que l'esprit du coyote veille sur vous. Jusque-là.